Comment ne pas succomber devant l'absurde? Comment ne pas succomber devant l'absurde lorsqu'on est une femme née en France en 1970? L'absurde de naître dans une société qui ravage les ressources de sa terre nourricière, le sait et continue à foncer tête baissée vers sa propre perte. L'absurde d'études supérieures qui utilisent encore et toujours les mêmes techniques et les mêmes outils que dans un siècle révolu. Ces techniques qui nous ont poussés dans l'impasse où nous sommes aujourd'hui. L'absurde encore d'une carrière internationale pour finalement réaliser que la valeur du travail ne repose que sur le profit et la rentabilité. L'absurde enfin d'un fléau qui n'est pas un virus, qui ne s'attrape pas, mais que nous développons avec nos propres cellules, le cancer. Et un tas d'autres absurdes auxquels vous avez sûrement été confrontés, vous aussi. La liste est longue. Quand l'absurde n'est pas conscientisé, un jour, il vous frappe en plein vol. Il m'a fallu 38 ans pour commencer ce travail de conscientisation afin de ne pas succomber devant l'absurde. À 38 ans, j'étais directrice internationale du planning stratégique dans un groupe anglo-saxon. Et l'absurde de mon rôle, rendre plus riches des gens déjà très riches, me questionne depuis quelque temps. Je décide de démissionner afin de mettre mes compétences au service de causes réelles, celles qui contribuent un peu à réduire l'absurde, peut-être la crise de la quarantaine. Mon pot de départ est organisé au siège, à Londres, dans une tour haute sécurité de la City, costume et tailleur sombre. Mes collègues et collaborateurs me font de très jolis speeches. Et je découvre que j'ai un surnom. Pas n'importe lequel. Il est masculin et décrit l'un des plus grands guerriers de tous les temps. Attila. Un choc qui va orienter la suite de mon parcours. Je commence à travailler bénévolement pour différentes ONG afin de tenter à mon niveau de réduire un peu l'injustice sur cette terre. Mes compétences sont utiles pour lever des fonds, qu'il s'agisse d'un orphelinat en Haïti ou pour acheter des terres volées par les conquistadors au peuple racine, ces derniers héritiers des sociétés précolombiennes. C'est en 2010 que je les rencontre enfin, ces indigènes précolombiens, porteurs d'une autre façon d'être au monde. Ils se nomment les Kogi. On estime qu'ils sont encore à peu près 20 000 retirés dans la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie, le cœur du monde, comme ils disent, cette montagne, au pied de la mer des Caraïbes qui culmine à 6 000 mètres d'altitude. Je découvre que ce peuple, premier, racine, certains diront primitif, vit et travaille en harmonie avec la nature depuis plus de 4000 ans. Ils savent comment éduquer, former, bâtir, cultiver, sans aucune technique, technologie ou connaissance de notre monde moderne. Et ça fonctionne depuis des millénaires. Alors avec beaucoup de candeur, je suis subjuguée par leur façon de travailler en harmonie. Travailler ensemble, en harmonie, les hommes en seraient-ils finalement capables? Existerait-il encore ailleurs, dans un coin reculé de notre planète, des sages que nous avons voulu exterminer avant de les oublier? Intriguée, voire interloquée, je décide de poursuivre mon engagement à leur côté afin de tenter de comprendre comment des hommes et des femmes peuvent vivre et travailler au quotidien sans guerre et sans violence. Parce que la guerre et la violence seraient-elles finalement évitables? L'homme moderne s'est-il déjà posé cette question primordiale? Ma vie ici continue et en parallèle, on me propose une nouvelle expérience professionnelle. Alors je me dis pourquoi pas? Une façon peut-être de tester ce que les Kogi vont me montrer. Comme je ne crois pas à l'altruisme, sauf à s'appeler Mathieu Ricard ou Mère Teresa, mais que je crois au win-win, au zigoneshi, comme disent les Kogi. Je te donne, tu me donnes. Je les aide à récupérer leur terre ancestrale et à sauvegarder la biodiversité. Les Kogi m'aident à comprendre comment je pourrais manager en harmonie. C'est la genèse de cet extraordinaire cheminement qui deviendra un processus de management humain, vivant, durable. La seule guidance que les Kogi me donneront pendant les 6 années de recherche qui vont suivre sera: tout est écrit dans la nature. Il te suffit de comprendre les lois du vivant.
Il n'y aura pas de cours, de manuels, de méthodes de leur part, ni même de beaux mots. Vous savez, ces mots que nous on aime tant et qui ne sont que bruit. Il y aura l'exemple vivant de ces hommes et de ces femmes qui, au quotidien, dans chaque geste, chaque acte, chaque mot, respectent ces lois de la nature. Celles que nous avons oubliées. Sans doute par vanité de toute puissance, à penser dans notre modernité que nous pouvions tout maîtriser, tout contrôler. Pourtant, je vais découvrir que si nous avons l'humilité de les suivre, ces principes offrent à chaque être de vivre, de grandir et de s'épanouir en harmonie. Alors je démarre mon observation du vivant, parce que finalement, je vis depuis des décennies et je ne sais même pas comment je fonctionne. Et les entreprises, le savent-elles ? Parce que pour piloter cette ressource dite humaine, encore faut-il savoir comment elle fonctionne. Et vous le savez comme moi, le pouvoir sans connaissance mène à l'autoritarisme. Grâce à mon étude d'Ecogi, je vais assister pour la première fois au principe qui s'appelle l'altérité. Les Kogi ont une décision à prendre. Arrêter ou poursuivre la vente de café à des torréfacteurs colombiens en échange de graines et de semis. Leur commerce se fait en troc. C'est leur monnaie d'échange. Le soir venu, les hommes se rassemblent et vont aller discuter entre eux pendant toute la nuit. Le lendemain, au petit matin, vers 4 heures, les femmes se réveillent et vont à leur tour se réunir pour échanger une bonne partie de la journée. Le jour suivant, un homme et une femme que je n'avais pas particulièrement remarqués annoncent que la vente de café sera arrêtée parce qu'elle génère des conflits. Parmi ceux qui avaient vendu du café, certains ont reçu de l'argent. Et avec cet argent, ils ont acheté des biens. Et les autres en ont voulu, naturellement. La convoitise et le vol se sont installés au sein de la communauté. Ils ne punissent pas le fautif. Ils cherchent à modifier la source qui génère le problème, puis prennent une décision qui ne sera ni bonne ni mauvaise, mais qui doit être juste en fonction du contexte donné. Chez eux, comme je vais l'apprendre, pour qu'une décision soit juste, il faut qu'elle s'appuie sur 2 jambes. La vraie rencontre de l'altérité, la vie du masculin et la vie du féminin, sans quoi la décision ne sera ni juste, ni pérenne dans le temps et donc non féconde. Ils me feront d'ailleurs faire le test du flamant rose pour me faire ressentir à quel point ce besoin d'équilibre est vital si nous voulons tenir dans la durée. Ce premier principe, je vais le prendre et je vais le mettre en place dans l'entreprise où je travaille à cette époque-là. Je suis Chief Officer de la stratégie et de l'innovation dans un groupe de 13 000 personnes à Dubaï. Je propose au comité de direction, où je suis la seule femme dans cette société arabe, de tenter un premier pas concevable pour cette culture. Harmoniser le salaire des femmes sur celui des hommes. Je motive cette proposition sur la nécessité de renforcer l'attrait de notre société pour les jeunes générations de demain. Il ne s'agit pas d'un MeToo, ni même d'un quota politique. Je viens de réaliser à quel point il s'agit d'un principe biologique pour pérenniser les organisations dans le temps. Les membres du comité de direction ne voient pas où se trouve le sujet, parce que d'après eux, l'écart est insignifiant, donc négligeable. Avant de clôturer le sujet, je suggère que le DRH calcule cet écart. Il le calcule et nous annonce 4 millions de dollars. Je crois que c'est la somme annoncée qui a eu le plus d'impact, tant personne n'avait pris la peine jusque-là de poser un chiffre sur un sujet devenu normalité. La décision d'équilibrer les salaires sera prise. Et cette société sera bien avant la plupart des entreprises françaises l'un des premiers groupes internationaux à annoncer avec fierté l'équilibre de ses salaires. Alors va se dessiner entre le Moyen-Orient, où j'expérimente, et la Colombie, où j'observe, une spirale évolutive de 9 principes afin de travailler en paix et en harmonie. En observant la façon de vivre des Kogi, je conceptualise 9 principes. Altérité, systémie, vision, dialogue, cadre, valeur, créativité, temps, mémoire. Un processus qui, s'il est mis en place dans le bon ordre, permet enfin de travailler en paix,
en ayant pour objectif de pérenniser les organisations tout en permettant aux humains de s'y épanouir. Alors tout ça est bien joli, mais comment ça fonctionne concrètement? Prenons un autre de ces principes, la vision, avec un exemple simple, la construction d'un pont. Avec les matières naturelles à leur disposition, sans clous ni marteau, mais avec des lianes et du bois, les Kogis vont construire un pont en 2 jours, en silence, sans chef pour les guider, et ce pont durera 50 ans. Avant chaque projet, les Kogis prennent du temps pour se rassembler et parler entre eux. Ils vont évoquer l'intention, le bien fondé du projet, la vision, la contribution de chacun, le moment opportun, les matériels nécessaires. Alors et seulement alors, la date de la construction du pont sera décidée. Chacun sait ce qu'il a à faire, quand le faire, comment le faire, à quel moment, mais surtout, à quoi ça sert. Le chef n'a plus besoin de parler, puisque la vision est claire et a été partagée à chacun des acteurs. Grâce à ce projet, chaque collaborateur sera fier de sa contribution au projet commun et les rôles et les fonctions seront renforcés. Excusez-moi. Chaque collaborateur sera fier de sa contribution au projet commun. Cela n'a rien à voir avec devenir une entreprise à mission, écrire une vision d'entreprise qui ne concerne généralement que les cadres dirigeants, ni même rédiger un manifesto. Je parle ici de donner du sens chaque matin à chaque collaborateur au sein de sa propre équipe. Comme la construction du pont, la biologie, pour faire l'analogie, confirme que même notre corps respecte ce principe. Il s'appelle l'homéostasie. Une recherche permanente d'équilibre entre chacun de nos organes afin d'atteindre la vision commune qu'ils ont, nous maintenir en vie. Si l'équilibre est perturbé parce que nous mangeons ou nous courons, notre corps sait instantanément rétablir l'équilibre sans que nous ayons besoin de nous en préoccuper. L'homéostasie est naturelle lorsque la vision et l'intention sont claires et partagées à chacun des organes, y compris le plus petit. Parce que si l'un de ces organes ne sait plus quoi faire, se sent perdu, ou réagit trop tard, la maladie, voire la mort, sont assurées. Alors je finirai par un dernier de ces principes, parce qu'il me tient à cœur et qu'il est vital pour les organisations, mais aussi pour notre avenir, la créativité. Force est de constater qu'aujourd'hui en entreprise, on utilise toujours des techniques et des outils pour rendre les équipes créatives. Pour les utiliser, on enferme les humains dans des salles en béton, une journée, voire 2 si le sujet est important, et de 8h à 19h, on pense faire des séminaires de créativité. Honnêtement, il ne reste plus qu'à prier pour que la sérendipité, cette intuition fulgurante, nous viennent en aide. Depuis des décennies, on perpétue ces techniques que vous avez sans doute eu la chance ou la joie d'expérimenter. Ce type de créativité a fait naître ce que nous appelons le progrès, notamment en matière de maîtrise d'évolution et de technicité. Elle a favorisé le confort, la vitesse et l'allongement de la durée de vie. Pouvons-nous pour autant dire que nous vivons mieux, plus heureux, plus sereins? Il est quand même intéressant de constater que le taux de burn-out et de dépression ne cesse de croître. Les Kogis nous appellent les petits frères, car pour eux, nous ne sommes que des enfants qui jouons aux apprentis sorciers. Conscience, observation et intention conditionnent les manifestations auxquelles nous donnons forme, nous disent-ils. Alors à quoi avons-nous donné forme? Qu'avons-nous créé? Plus d'enthousiasme? Plus de joie? Plus de bien-être? Plus d'équilibre psychologique ou physique? Des têtes mieux faites dans des corps plus sains? L'observation des maux de nos sociétés modernes nous oblige à constater que le volume d'antidépresseurs augmente, que l'équilibre de la masse corporelle explose, que la pauvreté ne cesse de croître, et que d'après les dernières études, plus de 60% des jeunes se disent très inquiets face à l'avenir. L'enjeu de la créativité n'est-il pas de retrouver une capacité à réinventer un art de vivre et de travailler ensemble?
L'un des plus grands génies de tous les temps, Léonard de Vinci, disait « Sachez vous éloigner, car lorsque vous reviendrez à votre travail, votre jugement sera plus précis. » Les Kogi m'ont dit d'observer la nature, les animaux, les plantes. On appelle cela le biomimétisme. Mais ils ont ajouté que, comme dans la nature, le temps et l'espace étaient déterminants. Et de ne pas oublier que le vivant devait être mature pour pouvoir féconder, ce que nous appelons ici l'intelligence collective, lorsque 1 plus 1 égale 3. En réunissant ces éléments préalables, nous pouvons non pas être, mais devenir créatifs. Une nuance qui semble anodine, mais qui pourrait réellement tout changer. Alors, pendant une année, j'ai organisé une fois par mois, malgré des agendas surbookés, une journée dédiée à chacun de ces principes avec mon équipe. Ce temps, comme pour le bon vin, nous a permis de grandir, de mûrir et de développer notre intelligence collective. Puis nous sommes partis, une semaine, loin de Dubaï, pour avoir de l'espace et sortir du cadre. Nous sommes partis à la montagne, dans les Alpes. Et là, nous avons enfin vécu un séminaire de créativité, qui a notamment changé le nom de mon équipe. Nous étions partis, la division stratégie et innovation. À notre retour, nous étions tellement prolifiques qu'à l'interne, notre appellation est devenue les Gold Minds. J'avais offert à mon équipe les principes du vivant pour grandir et développer une intelligence collective. J'y avais ajouté du temps et de l'espace pour les laisser réinventer leur manière de vivre et de travailler ensemble. Pour notre entreprise, venait de naître, entre autres, la Nursery, le premier laboratoire d'innovation interne dans une entreprise de retail, et un nouveau concept de parfum oriental. Comprendre que la nature n'est pas un réservoir de ressources inépuisables à exploiter, mais une source d'idées et d'innovation, s'est révélé époustouflant, à titre personnel, interpersonnel et professionnel. Et finalement, vous l'aurez bien compris, il ne s'agit pas de devenir Kogi, ni même d'idéaliser cette société racine. Ce qui est vital pour nous, c'est de comprendre comment ils ont pu réinventer leur capacité à vivre et à travailler ensemble malgré les pillages, les attaques et les génocides subis et répétés. Alors après ces années de grand écart entre la Colombie et le Moyen-Orient, la spirale évolutive des 9 principes du vivant est devenue concrète. Parce que je l'avais moi-même expérimentée, elle était opérationnelle, pour tous, par tous. Alors quand j'ai à nouveau démissionné, à 48 ans, par une chaude et moite soirée à Dubaï, j'ai reçu de nombreux témoignages de gratitude de la part de mes collaborateurs et de mes collègues, dont un bracelet que je porte ce soir, sur lequel est écrit « Inspirational Angel ». Attila était devenu un ange inspirationnel. Et si, ne pas succomber devant l'absurde, c'était simplement faire le choix du vivant. Merci.